On a souvent tendance à penser que la science-fiction, c'est fait pour prédire l'avenir, imaginer des technologies folles ou nous faire voyager vers les étoiles. Mais, et si sa vraie mission était en fait beaucoup plus proche de nous? Et si elle était au fond profondément politique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment la science, dans les histoires qu'on se raconte, est avant tout une affaire humaine. Voilà la grande question qui va nous servir de guide. Est-ce que ces histoires de vaisseaux spatiaux, d'IA, de mondes lointains, est-ce que ça parle vraiment des siècles qui nous attendent? Ou est-ce que peut-être tout ça n'est qu'un prétexte, un décor pour nous dire quelque chose d'essentiel sur notre propre monde, ici et maintenant? Ah, il y a cette image qu'on aime bien, une idée très séduisante, celle de la science comme quelque chose de pur. Vous voyez le tableau. Une découverte arrive, comme ça, toute propre, toute neutre, dans un laboratoire parfait, prête à améliorer le monde de manière logique, complètement détachée du chaos de nos sociétés. C'est une vision super ordonnée, presque rassurante. Sauf que c'est une illusion complète. Et voilà, c'est ça le cœur du sujet. Cette phrase, elle fait voler en éclats l'idée de la science pure. Parce qu'aucune technologie, aucune découverte scientifique n'arrive jamais dans un monde vide. Non, elle atterrit toujours en plein milieu d'un monde qui est déjà rempli. Rempli d'hiérarchies, d'inégalités, de jeux de pouvoir, de peurs, d'intérêts qui s'opposent. Alors, creusons un peu cette fameuse illusion de la science pure. Loin d'être un ingrédient neutre qu'on pourrait juste ajouter à la société, la science en réalité elle agit plutôt comme un produit chimique, un catalyseur. Elle entre en réaction avec tout ce qui est déjà là, et elle va soit amplifier des dynamiques existantes, soit en transformer d'autres, parfois de manière radicale. Et attention, ça ce n'est pas nouveau. Prenons l'imprimerie par exemple. On se dit, super, le savoir pour tous, sauf qu'au début, elle a surtout renforcé le pouvoir de ceux qui savaient déjà lire et qui possédaient les presses. Pareil pour Internet. On a rêvé d'un grand village global égalitaire. Résultat, on a vu naître des monopoles de l'information avec une puissance qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et c'est justement pour ça que c'est un sujet si important en fiction. Une histoire de SF qui nous présente une nouvelle technologie comme une solution miracle, totalement neutre, eh bien, cette histoire n'est pas juste un peu naïve. Non, en fait, elle est idéologique. Elle défend, sans le dire, une idée très précise, celle que les problèmes sociaux pourraient se régler avec des outils, sans jamais remettre en question les structures de pouvoir qui sont en place. Alors, passons à ce qui est, pour moi, la véritable fonction de la science-fiction. Si elle ne parle pas vraiment du futur, de quoi parle-t-elle au juste? Eh bien, la réponse est simple, elle parle de nous, de notre monde, d'aujourd'hui. Voilà le concept clé, celui du miroir grossissant. Imaginez, la SF, elle prend une tension qui existe déjà dans notre société. Une injustice, une peur collective, une dérive politique, et elle la pousse à fond. Elle l'extrapole, elle la déforme, elle l'amplifie jusqu'à ce que ça devienne énorme, impossible à ignorer. En fait, elle nous force à voir ce que l'habitude du quotidien nous empêche de regarder en face. Et les plus grands classiques le prouvent. Prenez 1984. Orwell n'a pas inventé la surveillance de masse à partir de rien. Non, il a observé les débuts du totalitarisme dans les années 40 et il s'est juste demandé « et si on allait jusqu'au bout ?» Pareil pour Margaret Atwood. Pour écrire La Servante écarlate, elle a collecté des exemples bien réels, à travers l'histoire, de contrôle du corps des femmes pour construire Gilead. Ces livres sont si puissants parce qu'ils ont les deux pieds dans notre réalité. Ok, super. Mais concrètement, comment on fait pour analyser l'impact social d'une technologie et en tirer une bonne histoire? Eh bien, il existe une méthode, une sorte de petite boîte à outils pour décortiquer tout ça de façon structurée. Voici une grille d'analyse toute simple, mais incroyablement efficace. Prenez n'importe quelle innovation et posez-vous juste ces 4 questions. 1. À qui ça profite tout de suite? 2. Qui sont les perdants, ceux qui trinquent en premier? 3. Comment réagissent les pouvoirs en place, comme les États ou les grandes entreprises? Et enfin, 4. Quelles sont les conséquences à long terme, une fois que l'effet de nouveauté est passé et que tout ça est devenu normal? Parce que le point le plus important, ce n'est jamais la technologie elle-même. Le gadget, ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est de voir comment ce gadget vient chambouler les rapports humains, comment il crée de nouvelles injustices, comment il pousse les gens à s'allier ou au contraire à se déchirer. Au centre de tout, il y a l'humain, toujours. Voyons maintenant comment cette grille de lecture s'applique aux 2 grands genres politiques de la SF, la dystopie et l'utopie. Parce qu'il y a un monde entre une histoire qui nous fait vraiment réfléchir et ce qui n'est finalement qu'un tract politique à peine déguisé. Une dystopie vraiment réussie, une qui fait froid dans le dos, elle n'est pas terrifiante parce que le mal est partout, elle est terrifiante parce que le mal est devenu normal. C'est un monde où des gens ordinaires, comme vous et moi, finissent par justifier l'inacceptable, souvent parce que le système leur apporte aussi des trucs positifs, de la sécurité, du confort, un semblant d'ordre.
Un méchant caricatural, c'est facile à détester. Un mal ordinaire, banalisé, ça, c'est dérangeant, parce que ça nous ressemble. Voilà un petit test, quelques questions à se poser pour jauger la qualité d'une dystopie. Est-ce que le système marche bien pour une partie de la population? Est-ce que des gens intelligents et raisonnables pourraient le défendre avec des arguments qui se tiennent? Est-ce que les méchants croient sincèrement faire le bien? Et est-ce que les résistants sont eux-mêmes face à des choix moralement compliqués? Si la réponse est non un peu partout, on est sans doute face à un pamphlet. Une dystopie puissante, c'est celle qui nous force à nous demander, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et pour l'utopie, eh bien, c'est un peu le contraire. Une utopie parfaite, où tout le monde est d'accord sur tout, où il n'y a plus aucun conflit. C'est pas seulement ennuyeux, c'est carrément suspect. Une utopie crédible, ce n'est pas un point d'arrivée, un état final. C'est un processus. C'est une société qui a peut-être résolu nos problèmes actuels, oui, mais qui fait face à de nouveaux débats, de nouveaux dilemmes. La question de comment bien vivre ensemble n'y est pas résolue une bonne fois pour toutes. Elle continue de se poser, mais différemment. Bon, on arrive tout doucement au bout de ce parcours. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi finalement la véritable puissance de la science-fiction quand elle prend au sérieux les enjeux sociaux et politiques? Pour moi, tout est là-dedans. La SF, son but, ce n'est pas de nous donner une carte routière de l'avenir. Sa vraie force, c'est de nous faire ressentir les conséquences humaines des grandes dynamiques qui traversent notre présent. Elle met de la chair, des émotions, des vies et des dilemmes sur des analyses qui, sinon, resteraient des chiffres, des concepts froids et abstraits. C'est ça, sa magie. Et donc, pour finir, cette analyse nous renvoie la question comme un miroir. L'intelligence artificielle, la modification génétique, la surveillance numérique, toutes ces technologies ne débarquent pas dans un monde vide, elles sont déjà là. Alors, avec les outils qu'on vient de voir, demandons-nous quelles tensions elles créent déjà ou elles amplifient, et surtout, lesquelles est-ce qu'on préfère, peut-être par confort, ne pas regarder en face? La réponse, elle se trouve sûrement dans les histoires qu'on lit, et peut-être encore plus dans celles qui nous restent à écrire.